Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz et j'accueille aujourd'hui Jean-Jacques Charbonnier. Jean-Jacques est médecin, il a été anesthésiste réanimateur pendant des années dans les hôpitaux. Aujourd'hui, il a changé de voie. Nous allons parler ensemble des expériences extraordinaires que Jean-Jacques mène avec les TCH et aujourd'hui dans des lieux très particulier. Jean-Jacques, raconte-nous qui tu es et ton parcours et tes nouvelles expériences. Ben oui, voilà, je suis comme il a été dit, médecin anesthésiste réanimateur. Je le suis toujours et je le resterai toujours. J'aurai toujours mon titre et mon statut de docteur en médecine. Je sais que ce que je fais, mon activité parallèle, ne plaît pas trop à mes pairs, on va dire. On n'aime pas trop qu'un docteur en médecine, de plus est spécialiste en réanimation et en anesthésie, qui a exercé son métier sans aucun problème pendant 35 ans dans les blocs opératoires et les réanimations, fassent des activités, on va dire, parallèles qui ont une action thérapeutique. Je crois que c'est ça, surtout, qui pose problème, c'est que les gens se trouvent mieux après avoir fait des séances d'hypnose et tout cela sans avoir consommé le moindre médicament. Et on connaît la puissance du cartel de Big Pharma qui infiltre tous les pouvoirs, on va dire, que ce soit les pouvoirs médiatiques, les pouvoirs médicaux et même juridiques, pour essayer de freiner toute naissance de médecine parallèle. On a vu ce qui s'est passé avec l'homéopathie. L'homéopathie a été détruite, on peut le dire, puisque maintenant elle n'est plus enseignée en faculté de médecine, alors qu'elle l'était et que elle était enseignée, oui, et puis elle était remboursée aussi. Donc, c'était pas des coûts extraordinaires, et c'est peut-être ça qui a posé problème à Big Pharma, puisque ça empêchait la consommation d'autres médicaments. Bref, on va pas s'étendre sur le sujet, c'est pas trop l'objet, mais il fallait quand même rappeler que ce que je fais, que l'action très positive que j'ai sur les gens qui bénéficient de mes séances d'hypnose, il y a maintenant plus de 25 000 personnes qui ont participé à ces séances. Ils se sont faites un petit peu partout, dans les villes de France, mais aussi dans les pays francophones comme au Canada, comme en Belgique ou en Suisse. C'est d'ailleurs là où a commencé mes premières séances d'hypnose. C'était à Montréal, au Canada. Ça s'est passé en 2014. Et depuis, ça n'arrête pas. Et je veux dire que oui, le succès est là, puisqu'il suffit de mettre en ligne les places d'hypnose pour qu'en quelques heures seulement, des centaines de places soient prises. Bon, c'est le bouche à oreille, hein, parce que c'est pas du tout les réseaux mainstream médiatiques qui vont relayer ces séances, bien sûr, qui sont Est-ce que tu peux violemment combattues. est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent ces séances? Oui, alors l'idée de départ, la transcommunication hypnotique, c'était bon pour avoir étudié des centaines de témoignages, pour avoir dirigé des thèses de doctorat en médecine sur le sujet, et ayant vu voilà, les résultats sont là, les personnes qui vivent ces expériences particulières qu'on appelle expérience de mort imminente ou near-death expérience, que je préfère appeler expérience de mort provisoire puisque la mort clinique est déjà installée. Il y a d'ailleurs un terme qui est employé par les anesthésistes réanimateurs, le terme de ressuscitation par résurrection, mais ressuscitation, et quand on regarde la définition, retour à la vie après des manœuvres de réanimation. Donc, si on dit retour à la vie, ça veut bien dire implicitement qu'on conçoit qu'on est perdu à un moment donné. Donc, aujourd'hui, on peut dire que oui, il y a des gens qui reviennent de la mort clinique et qui nous racontent, dans un certain nombre de cas, ce qu'ils ont vécu. 12 à 18% des adultes, 65% des enfants racontent ces expériences et disent surtout qu'il y a un apaisement par rapport aux souffrances du deuil et par rapport aux angoisses de la mort. Alors l'idée de départ, c'était celle-là, c'était de se dire, c'est dommage quand même de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Est-ce que si on reconstituait cette expérience sous hypnose, donc l'hypnose, je l'ai appris en bloc opératoire. Donc tu sais que maintenant, on peut opérer des personnes sans produits chimiques. Les anesthésistes ont une technique d'hypnose qui est efficace et qui, je crois, a redonné les lettres de noblesse à l'hypnose, puisque on voit bien que c'est pas du charlatanisme. Il y a des gens qui sont opérés sous hypnose. On peut pas dire que ça marche pas. Donc voilà, je me suis formé à cette technique d'hypnose et je l'ai dédiée à cette expérience, c'est-à-dire
reproduire l'expérience de mort provisoire. C'était ça l'idée de départ. La suggestion hypnotique étant le voyage connu par les expérienceurs, avec les événements récurrents qui sont toujours les mêmes, et voir ce qui se passe, voir les résultats. Et donc, j'ai fait des questionnaires. J'ai fait un premier millier de questionnaires qui montrent que ce premier millier, fait avec un statisticien, enfin, tout a été fait selon le protocole statistique normal d'une étude scientifique, mais impossible de publier, évidemment, ces recherches, puisque, bon, ben, bien sûr, elles montrent qu'elles sont très positives et qu'elles apaisent les gens, tout simplement. Donc, sur le premier millier de TCHistes étudiés, 669 personnes, 67%, avaient coché la case oui, je pense avoir été en contact avec un défunt et ce contact les a apaisés. Voilà. Dans leur démarche de deuil, ça a une action thérapeutique. Alors, on croit ou on ne croit pas à l'au-delà, peu importe. Mais les résultats sont là. En tant que médecin, on ne peut nier ces résultats. Ça fait du bien aux gens, c'est ça l'essentiel. Et il faut bien reconnaître que ces TCH font du bien aux gens. C'est uniquement le bouche à oreille qui fonctionne. Et donc, il y a eu des résultats surprenants. Et Alors, notamment, par oui, rapport à ces croyances, puisque tu soulèves la question que tout le monde n'y croit pas, alors bien sûr, toi, tu as, je dirais, un biais dans la mesure où les gens qui viennent déjà faire une TCH, bon, bah, ils sont au courant de ce que tu fais et donc sans doute qu'une majorité de personnes sont déjà ouvertes à ça, mais peut-être aussi qu'il y a des curieux. Est-ce que tu as le sentiment que la croyance de base, qu'il y a ou pas quelque chose après la mort, intervient dans les résultats que tu obtiens avec les TCH? c'est ce que je pensais au début. Et ça paraît logique. C'est-à-dire que les gens vont se faire influencer par leurs croyances. Mais il y a quelques cas qui me font dire que c'est pas forcément vrai. Par exemple, il y a un chauffeur routier qui est venu à notre séance de TCH et qui était, bon, on va pas dire dans la moquerie, mais disons que ses amis lui avaient fait une sorte de joke, quoi, un gag. Il avait offert ce cadeau pour son anniversaire. Donc, bon, il a dit après tout, je vais essayer. J'ai le billet, je vais aller voir ce qui se passe. Et puis j'ai bien vu qu'il était, on va dire, il n'était pas dans cette énergie-là parce que il souriait quand on faisait les grégores de protection et il avait des petits rictus, etc. Mais au débriefing, il était en pleurs. Il était en pleurs parce qu'il a vu sa maman décédée, qui est venue lui parler. Donc, et pourtant, il n'était pas ouvert à ce genre de démarche. Et il a dit, je ne pensais pas que c'était possible. Alors, quand on voit ce grand gaillard tout costaud qui, en larmes, prend le micro et dit ce qu'il a vécu, waouh, on se dit, ça, c'est émouvant et ça montre bien que c'est pas forcément l'influence de la croyance. Et puis, il y a des choses surprenantes. Il y a par exemple des musulmans qui sont pas forcément dans l'énergie christique et qui voient apparaître Marie et Jésus. Et ils se demandent bien pourquoi. Donc, dans l'expérience déjà de mort imminente, oui, il y a une influence évidemment de la culture, de la religion, de la philosophie sur l'expérience. En fonction de son vécu, on va traduire des choses que l'on perçoit. Mais les enfants aussi, par exemple, les enfants disent qui ont eu cette expérience d'arrêt cardiaque disent j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul. Bon, mais c'est sûr qu'un adulte, il va dire j'ai vu Dieu, par exemple, ou un être de lumière. Donc, bien sûr qu'il y aura une imprégnation culturelle de l'expérience, c'est sûr. Mais on a vraiment l'impression qu'ils vont visiter des endroits qui les surprennent eux-mêmes, parfois. Alors, d'où viennent les informations? On peut se poser la question, effectivement. Et c'est aussi l'expérience que j'ai, hein, puisque tu sais que je fais de la communication induite en hypnose Oui. avec les défunts, donc moi en individuel, en thérapie. Et effectivement, de mon point de vue, la croyance n'a aucune influence sur le fait que l'expérience se produise. Alors, comme tu le dis, Mm. pour les expériences de mort imminente, ça n'a pas d'influence sur le fait que l'expérience se produise ou pas, ça a plus une influence sur comment on va interpréter les termes Voilà. euh, par lesquels on va décrire Mm. l'expérience. Mm. Le vécu et l'interprétation, c'est deux choses différentes, en fait. Tout à fait. Mm. Donc, tu as fait de la TCH depuis maintenant 8 ans, si je compte bien. Et comment en es-tu arrivé à aller un cran plus loin? Et tu vas aussi nous expliquer de quoi il s'agit, évidemment. Oui. Eh ben, cette idée, au fil des expériences, j'ai vu que les gens pouvaient être connectés à autre chose que leur défunt. Ils étaient pas, par exemple, connectés à l'énergie des lieux.
Alors ça, je m'y attendais pas du tout, mais on a eu plusieurs expériences comme ça, qui est très démonstratives. Par exemple, à Nîmes, on était dans une séance où des gens ont vu des massacres de personnes qui étaient encapuchonnées, avec des robes de bure, qui étaient décapitées, avec des séances d'amputation. Mais ça devenait presque angoissant. Euh, Pour les gens qui vivaient ça et qui racontaient ça au débriefing, beaucoup de personnes vivaient ça. Et on s'est aperçu après que l'endroit précis où on avait fait la séance, il y avait eu historiquement un massacre de Capucins. Donc comme si la mémoire des lieux était revenue aux personnes. Il y a eu ça aussi à Saint-Hippolyte, à côté de Strasbourg, où des gens ont vu des enfants ensanglantés, comme s'ils étaient blessés, beaucoup d'enfants, voilà, comme s'il y avait des âmes d'enfants qui étaient euh, traumatisés. Et on s'est aperçu encore, en faisant l'historique de ce lieu, qu'il y avait eu dans ce lieu des enfants qui avaient été cachés pendant la dernière guerre mondiale, cachés des nazis. Et en fait, il y avait eu un bombardement accidentel parce que les Alliés pensaient que c'était un repère de nazis, au contraire. Et les enfants ont été tués dans ce lieu sous les bombardements alliés. Euh, Comme les médiums ont cette capacité, quelquefois, en se connectant à des murs ou en se connectant à des lieux, en touchant des murs, eh bien, à voir le passé de ces lieux. Alors, le hasard, s'il existe, en même temps que ces expériences arrivaient, m'a mis en contact avec une personne qui s'appelle Eric Grange, et qui a une agence de voyage spécialisée dans l'éveil des consciences. Ça s'appelle Oasis, l'éveil des consciences. Et il organise des voyages dits spirituels avec des leaders qui sont soit des leaders, voilà, comme moi, français ou autres, mais aussi avec des chamans, avec des leaders locaux. Il organise ce genre de voyage. Et il me dit, euh, est-ce qu'on pourrait faire des choses ensemble? Et pile poil, ça arrive, cette proposition, puisque moi, j'avais envie de déplacer mes séances d'hypnose dans des lieux énergétiques pour voir ce qui se passe dans des lieux énergétiques forts. Donc, j'ai mis en place un nouveau protocole hypnotique que j'ai appelé le HIGHT Concept. Donc, HIGHT, c'est l'acronyme de Hyper Immersion Géolocalisée Hypnotique, HIGHT, pour aller plus haut, ça va bien, hypnotique, concept. On a débuté les premières expériences au mois de mai en Grèce. Alors, sur des lieux privatisés, parce que moi, je ne peux pas faire ça au milieu des touristes, évidemment, il faut qu'on soit seul hein, dans les lieux. Donc, on va chaque fois dans des lieux. Donc, les lieux où on va sont fermés aux touristes au moment où on fait l'expérience. Et on est là avec une cinquantaine de participants chaque fois. Et on fait l'expérience. Donc, en Grèce, on est allé euh, Eric a organisé, il a su organiser vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire je lui mets des défis un peu particuliers puisqu'il faisait pas ce genre de voyage dédié à l'hypnose. Donc là, on est allé sur des lieux où Asclépios, qui était assimilé à un demi-dieu, c'était un médecin comme moi, et il était aussi, il faisait des guérisons sous hypnose, et en plus c'était un médium. Enfin, on disait pas médium à l'époque, il faisait des oracles, il prédisait le futur et il se trompait pas. Donc il avait une grosse aura et il était assimilé à un demi-dieu tellement ses soins étaient probants et tellement ses oracles étaient probants. Donc on est allé À l'époque, il y avait dans cette Grèce antique des temples qu'on appelait les temples du sommeil et dont oui, effectivement le dieu était bien Asclépios et qui était l'intermédiaire, enfin les exactement. les Donc, intermédiaires qui soignaient les patients hmm. à travers ce dieu qui leur donnait, leur donnait les pouvoirs. Voilà, donc tous les participants, on a fait le chemin d'Asclépios, hein, on est allé sur tous les sites où il était. Il y a des sites qui sont pas très touristiques parce qu'ils sont pas très connus, mais on les a installés. Il y a des sièges de pierre où ils se relaxaient, où ils étaient endormis. Eh ben, ils se sont mis là, tous les participants se sont mis là. Il y avait pile poil le nombre de places. Euh, et on a eu des expériences très fortes avec des gens qui ont vu des scènes qui se sont déroulées au temps d'Asclépios. Donc, et on a pu vérifier aussi un certain nombre de choses, que des perceptions, parce qu'on était avec aussi des guides, parce que moi je ne suis pas un expert hein, dans l'histoire grecque, ni égyptienne, ni quoi que ce soit. Donc il faut qu'il y ait des guides professionnels
qui nous suivent pour expliquer aux gens si leurs ressentis sont bons, si ça colle avec l'histoire qu'ils connaissent, etc. Donc, il y a eu des gens qui ont décrit des bâtiments en face l'endroit où ils étaient allongés, qui ont effectivement, les, euh, selon les guides, pas les guides spirituels, hein, mais les guides terrestres qui nous accompagnaient, existé. Donc, il y a eu des perceptions comme ça tout à fait étonnantes, avec, alors, point d'interrogation, des guérisons, en tout cas des améliorations de pathologies qui étaient là, installées depuis longtemps chez certains des participants et qui ont disparu. Alors comment c'est possible? Je n'en sais rien du tout. En tant que médecin, j'ai pas d'explication, mais je constate les faits. De la même façon qu'on constate que les barreurs de feu, eh bien, peuvent enlever le feu de certaines radiothérapies ou dans des centres de grands brûlés, maintenant, des listes d'astreintes de barreurs de feu, ben, même si en tant que médecin, on comprend pas comment ça marche, ben, ça marche. Comment ça marche? J'en sais rien. Donc, on a fait cette première expérience très probante Est-ce que tu peux en nous dire, Grèce. par rapport à ces guérisons, c'était quel type de pathologie où il y a eu des améliorations chez les participants? Ben, il y avait par exemple une périarthrite scapulo-humérale, c'est arrivé aussi en TCH, un mal au dos qui était chronique, qui a complètement disparu. Voilà, il y a eu deux choses essentielles. C'est pas beaucoup, hein, mais il n'y avait pas que des malades. Les gens se portaient bien. Les participants venaient là pour faire des expériences. Mais en tout cas, il y a eu ces deux pathologies qui ont guéri. Ces personnes, voilà, n'ont plus mal au dos et l'autre personne n'a plus mal à l'épaule. Alors, c'est peut-être une coïncidence, hein. J'en sais rien. Mais en tout cas, les faits sont là. Voilà. Mais en TCH, on a beaucoup maintenant, avec tous les participants qu'on a. Je m'en étais exprimé d'ailleurs quand tu m'avais gentiment invité à l'université de Liège, là, c'était en 2020, où j'ai pu présenter certains résultats de guérison inexpliqués, inexplicables par la médecine, et qui arrivent à être comme ça, en hypnose dégagée. Alors, des phobies aussi qui ont disparu, euh, notamment en Égypte. Je raconterai dans un moment ce qui s'est passé en Égypte aussi. Mais c'est bien connu, l'hypnose améliore la santé. On peut guérir de certaines pathologies parce que, évidemment, le mental influe sur la maladie, ça c'est sûr, hein. On peut se fabriquer les maladies, mais on peut aussi s'en débarrasser. Et c'est le professeur Laborie d'ailleurs qui l'avait montré le premier. Il avait montré que les gens qui pouvaient pas exprimer leur stress, qui pouvaient pas réagir en exprimant leur colère par rapport à un stress, eh ben faisaient des maladies auto-immunes, des anticorps qui se dirigeaient contre l'autre, des auto-anticorps. La thyroïdite d'Hashimoto, c'est la plus connue, mais aussi des dépressions immunitaires, une baisse de lymphocytes T4 et émergence de cancer voilà ou d'infections bactérienne ou virale, on a tous en nous des bactéries, des virus, des cellules cancéreuses. Et grâce à notre système immunitaire, ben, on n'a pas de tumeur, on n'a pas d'infection. Il y a aussi des hypersécrétions de catécholamines et donc des infarctus, des insuffisances coronariennes, des insuffisances cardiaques, des diabètes. Et tout ça, lorsqu'on on peut s'en débarrasser en exprimant les choses, comme tu dois l'avoir aussi dans tes séances, des gens qui expriment leur énergie négative, qui se mettent à pleurer sans raison, qui se mettent à ressentir une profonde colère, une profonde tristesse, ça les dégage, ça leur fait du bien. Ils peuvent même ressentir de la douleur dans certaines régions traitées, de la chaleur, des vibrations, des migraines, des nausées. Eh ben, tous ces ressentis, même si au moment où c'est pas très agréable, au moment de l'hypnose, eh ben, dans les jours, les semaines et les mois qui suivent, ça leur fait du bien, tu le sais aussi. Donc, tout ça est exacerbé dans ces lieux particuliers où on a eu comme ça des grosses émotions, vraiment des très grosses émotions. Donc ça, c'était au mois de mai en Grèce. Et j'ai réitéré la chose, puisque je me suis dit quand même, il faudrait pouvoir faire bénéficier de ces high concepts à des personnes au budget plus modeste, parce que c'est vrai qu'un voyage en Grèce, ça coûte déjà cher, mais ce genre de voyage où on privatise tout, ça coûte encore plus cher. Donc, il y a mes prestations aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que c'est quand même plus cher que voilà un voyage en Grèce par une nouvelle frontière, hein. Bon, voilà. Donc, j'ai fait cet été un high concept dans une grotte en France. Bon, là, c'était pas très cher. La journée coûtait 200 euros.
avec la restauration, avec tout ce qui comprend la journée. Donc, une conférence le matin, l'après-midi, on fait la séance dans une grotte. Et après, le soir, ça durait jusqu'à 23 heures, tellement le débriefing était long. Et les gens avaient des choses à raconter. Donc, il y a eu 3 heures de débriefing, c'était très long. Mais bon, il faut laisser parler les gens aussi et échanger ce qu'ils ont vécu. Là, c'était très intéressant dans cette grotte. Donc là, il y avait 80 participants le dimanche et 80 le lundi. On a fait 2 séances. Et la suggestion hypnotique était adaptée au lieu, c'est-à-dire que les gens venaient dans ce lieu pour renaître, en fait. Comme si la grotte était un utérus géant, tellurique. Donc, ils abandonnaient leur fardeau, leurs blessures. Dans le transgénérationnel, il y en a beaucoup, mais il y en a aussi peut-être dans des vies antérieures, si on y croit. Il y en a dans l'enfance, il y en a dans l'adolescence, il y en a. Bon, tout ça, ils étaient là avec leur sac et ils ont mis leur sac dans une rivière souterraine. Bien sûr, en suggestion hypnotique, hein, il n'y avait pas des sacs. Et ensuite, donc, ils sortaient de la grotte comme s'ils sortaient régénérés, comme une renaissance. Voilà. Et ça a très bien fonctionné. Se servir des lieux, ça fonctionne très très bien parce que c'est très puissant une grotte, hein. Les énergies, quand on se connecte à la grotte, donc j'étais accompagné pour la musique avec une musicienne qui joue de la harpe, donc ça allait très bien. C'était des sons très doux et on a fait comme ça une expérience très très intéressante. Et la dernière expérience, c'était il y a 15 jours, donc c'était en Égypte, dans des lieux privatisés aussi, et donc dans des lieux où les touristes ne vont pas. On était notamment entre les pattes du Sphinx, là ça a été très très fort au point de vue ressenti. On est allé dans la grotte de Khéops, dans la grotte, non, pardon, dans la, dans la pyramide de Khéops, dans la chambre dite mortuaire de Khéops. Et là, on a eu des expériences inouïes. Il y a même eu des photos incroyables qui ont été prises, des photos d'énergie blanche qui ont été prises dans cette grotte. Ça a été vraiment très, très, très fort dans cette grotte de Khéops. Et on a eu d'autres lieux comme ça, le Temple du Soleil. Enfin, on est allé dans des lieux euh, où on était seul et où les expériences ont pu se faire. On est allé aussi au musée du Caire où on a fermé au public le temps qu'on fasse nos expériences. On avait le musée pour nous, donc on s'est connecté aux statues qui étaient là. Ça a été inouï au point de vue expérience aussi. Ce qui s'est passé là-bas, ça a été très fort et les retours sont évidemment très puissants et très intéressants, hein. Donc c'était une banque de données là supplémentaire qu'on a par rapport à toutes ces expériences. Donc il y aura la prochaine expérience, ça se fera en avril. Ça sera toujours en Égypte parce que les gens, ça a été très vite complet, on n'a pas pu s'inscrire. Donc là, on va refaire en Égypte, mais on va le faire différemment. On va le faire sur un bateau privatisé, on va descendre le Nil et on ira dans des endroits aussi privatisés où on pourra faire ces expériences dans des endroits très très forts énergétiques aussi où les gens pourront se connecter. Donc tu vois, tout ça on a l'impression vraiment que je suis devant une pelote de laine, là, que je tire, et puis ça vient, et moi je me laisse porter par les rencontres, par les expériences, comme si on m'indiquait ce qu'il fallait que je fasse, quoi. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques expériences fortes qui ont eu lieu en Égypte? Est-ce que alors, les oui, patients, qu'est-ce que les alors tu sais, ça, participants ont vécu? oui, alors là, ça fait juste, là, c'était la semaine dernière, donc on va me faire des retours écrits, mais déjà au débriefing, on a eu des retours très forts. Chaque débriefing, enfin, alors les gens, comme en TCH, sont connectés à leur CIE, donc quelquefois voient apparaître des défunts dans les lieux où on se trouve, quelquefois voient des vies antérieures, comme en TCH, quelquefois voient les passés des lieux, voient ce qui s'est passé dans ces lieux, euh, quelquefois sont connectés à d'autres énergies que l'énergie des lieux. Par exemple, on est allé à Zaytoun, j'ai voulu inclure ce lieu aux pyramides Tours parce que ben, le père Brune m'avait dit, si un jour tu vas en Égypte, il faut absolument que tu ailles à Zeytoun. Moi, je connaissais pas, c'est pas très connu. C'est un endroit où est apparue Marie à plusieurs reprises. C'est une toute petite église, hein. Il y a une cinquantaine de personnes, hein, c'est tout. On est rentré, on a rempli l'église, on était seuls. Euh,
Et est apparue Marie, mais il y a des photos incroyables où on voit des formes blanches, très lumineuses. Et puis, c'était donc après la guerre des 6 jours, hein, c'était dans les années 66, où est apparue Marie au peuple égyptien qui était complètement massacré. Et donc, il semblerait qu'elle soit venue là parce qu'il y avait eu vraiment ce peuple qui se faisait massacrer. Et elle est apparue plusieurs fois. Et il y avait des milliers de personnes qui venaient à Zeytoun. Et il y a eu un livre écrit par le père Brune sur les apparitions mariales en Égypte, et notamment Zeytoun. Il y a tout un chapitre. Le premier chapitre, c'est Zeytoun, parce que c'est là où elle est apparue le plus, mais il y a eu d'autres endroits comme ça. Eh bien là, on n'a pas fait de séance d'hypnose, on était en immersion sensorielle, c'est-à-dire j'ai un protocole d'immersion sensorielle où les gens se connectent au lieu, voilà, d'une façon particulière. Donc les 5 sens sont en éveil et ensuite ils ont en mémoire donc ces lieux, voilà. Et ensuite en hypnose, quelquefois en salle, donc je fais ça dans l'hôtel, on recrée cette immersion sensorielle et on se reprojette dans les lieux. Eh bien, le lendemain, on faisait Khéops et cette pyramide de Khéops, elle est forte en énergie. Il suffit de la voir pour ressentir l'énergie, mais quand on se connecte physiquement en touchant les pierres et qu'on monte dans cette chambre mortuaire, eh bien là, on a des énergies. Eh bien là, on a eu des apparitions mariales pour certaines personnes. Et avec des photos qui ont été prises que j'ai mis sur ma page Facebook, parce que le ressenti de Zeytoun est revenu dans Khéops. Et les gens, après avoir fait ce voyage, euh, pourront se reconnecter par une sorte d'auto-hypnose, ils pourront se reconnecter avec un protocole que je leur donne aux énergies qu'ils ont vécues sur les lieux. Donc déjà, il y a des gens qui m'ont écrit en disant, ouais, ça marche, j'ai fait ça à l'océan, face à l'océan, le high concept, ça marche, j'ai pu me reconnecter en me servant de l'énergie de l'océan. Voilà. Donc, c'est un protocole qui est intéressant parce que il n'y a pas que les jours qu'on fait de high concept qui comptent. Après, les gens ont un protocole avec eux, ils se l'amènent partout et ils pourront se reconnecter comme ça aux énergies des lieux qu'ils auront choisis. Et c'est quand même magnifique, quoi, de pouvoir se mettre en auto-hypnose et de pouvoir retrouver les, les, les ressentis qu'ils ont vécus. Moi, je dis aux gens, vous êtes tous médiums. On est tous, mais bien sûr, on n'est pas tous doués, évidemment. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, mais c'est pour tout pareil, hein. Tu amènes quelqu'un jouer au bowling pour la première fois, peut-être il va faire des strikes, ou peut-être il va faire des rigoles. Mais s'il est avec un coach, eh ben, un hypnothérapeute, pour l'hypnose, s'il est avec un coach, au bout d'un moment, les quilles vont tomber, c'est sûr. Mais il faut persévérer. Et je dis souvent aux gens, mais il n'y a pas 10 à 20% des personnes qui ne sont pas hypnotisables. 100% des personnes le sont. Moi, je suis persuadé que si les 10 à 20% des personnes qui restent, elles sont motivées, elles ont une hypnothérapeute aussi motivée qui ne va pas abandonner à la 6e séance en disant, Monsieur, Madame, désolé, mais vous n'êtes pas hypnotisable. C'est dommage parce que la personne va être, pour le restant de sa vie, persuadée que ça va pas marcher. Donc, s'il y a un hypnothérapeute motivé, si la personne est motivée, eh ben, forcément, au bout d'un moment, la CAQ sera bloquée, le mental va lâcher et la connexion Est-ce se que tu fera. peux nous expliquer ce que c'est la CAQ? Ça, c'est vraiment intéressant Ah pour oui, ceux pardon, qui ne te connaissent pas. Hein, c'est vrai. tu leur J'ai toujours parles l'impression. de ces deux niveaux-là. Ouais. Alors moi, mon hypothèse de travail par rapport aux expériences de mort provisoire, et c'est d'ailleurs ce qui a été exposé dans la thèse de François Lallier, qui a été présentée à l'université de Reims, hein. Il a eu mention très honorable et félicitations du jury sur cette thèse. J'ai dirigé plusieurs sur le sujet, mais celle-là est intéressante parce qu'il a fait vraiment un travail. Il a interrogé 118 personnes victimes d'arrêt cardiaque. Il les a classifiées selon les critères de Grayson et il en a trouvé 18 qui avaient fait l'expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette thèse, on a pu proposer ce concept de CAC et de CIE, de conscience analytique cérébrale et de conscience intuitive extraneuronale, pour expliquer l'expérience. Parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, eh ben, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Donc, à un moment donné, il ne faut pas être plus têtu que les faits, plutôt que de rejeter une phénoménologie parce qu'on ne comprend pas le mécanisme, ou en tout cas, on l'intègre pas dans les dogmes qu'on s'est fixés, il faut bouger les cadres. Ça me semble essentiel. Maintenant, avec tout ce qui nous arrive comme expérience de mort provisoire, eh bien, il faut changer de conception de la conscience. Donc, moi, mon idée, c'est de dire que nous avons deux formes de conscience.
une conscience analytique cérébrale qui est reliée à nos cinq sens et qui est dans le mental et qui va trier les informations. Elle va en accepter certaines, elle va en refuser d'autres. Tout ce qui va être en dissonance cognitive par rapport à nos apprentissages va être rejeté, censuré. Et c'est pour ça qu'on n'a pas 100% d'expérience chez les adultes, 12 à 18%, alors qu'on en a 65% d'après l'étude de Melville chez les enfants. D'ailleurs, les enfants, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ont des réminiscences de vie antérieure, ont des perceptions médiumniques, mais après, tout ça est bloqué par la famille, par l'école, le lycée, l'université. Si vous faites médecine, alors là, n'en parlons pas, puisque en médecine, on nous rabâche à longueur d'année que nous sommes des robots biologiques, animés par des pensées biochimiques, que nous ne sommes que de la matière et des organes, que le cerveau est un organe qui sécrète de la conscience et que lorsque ces organes n'existent plus, eh bien, il n'y a plus rien. Donc, c'est pas très étonnant qu'une majorité de mes confrères, eh bien, prennent ces expériences pour des hallucinations. C'est bien plus pratique plutôt que de dire que l'expérience est réelle et on va essayer de l'expliquer autrement. Donc, cette conscience analytique cérébrale bloque les informations dissonantes et lorsqu'on la met au ralenti, comme dans l'arrêt cardiaque, là, c'est l'idéal, mais on ne peut pas provoquer des arrêts cardiaques puisque l'activité cérébrale, là, pour le coup, elle est très ralentie. Elle est même à zéro au bout de 15 secondes, hein. C'est Debris et Baker qui l'ont montré en 2001 par leur recherche. Eh bien, euh, là, on a accès à un autre champ de conscience. C'est comme si on avait une expansion de conscience, comme si notre cerveau était finalement un filtre réducteur d'informations et cette autre conscience qui nous caractérise et que j'appelle la conscience intuitive extraneuronale, eh bien, on peut y avoir accès lors de l'expérience d'hypnose, lors d'expériences transcendantes, lors des expériences chamaniques, comme avec certaines plantes comme l'iboga ou l'ayahuasca, ou avec certaines substances. C'est Anissa Grof qui l'a montré avec le LSD, mais là, je déconseille, hein, c'est dangereux. Mais à l'époque où les sociétés étaient moins liberticides que maintenant, eh bien, il faisait prendre du Dangereux, LSD. dangereux, oui et non, hein. Enfin, Oui, quand on ne sait pas, enfin, disons qu'il faut que ça soit contrôlé, hein. Voilà. voilà, c'est ça, hein, ce Faut que qu'on appelle le voilà, setting, puisque il y a de plus en plus d'expériences sur les psychédéliques dans les CHU, voilà, qui sont vraiment, oui. notamment sur la dépression, sur les peurs et les douleurs Hmm. morales face à la maladie incurable, le traumatisme psychique. Donc, il y a de plus en plus d'études. On a fait d'ailleurs une vidéo sur les psychédéliques. Alors, c'est vrai qu'il y a plus de risques quand les gens sont seuls ou que c'est Voilà, c'est ce que je veux dire, hein. cumulatif. N'allez pas prendre du LSD pour faire des expériences tout seul dans un coin, par là, quelque part, parce que ça peut être dangereux. Il faut vraiment que ça soit des expériences contrôlées, entourées, voilà, on va dire. Et Mais effectivement, c'est vrai que Groff le disait. les personnes Groff et puis maintenant les gens Ouais. actuels disent effectivement hein, que ça amène à cette conscience Hmm. différente et qu'on est plus relié au grand tout, qu'on fait partie du grand tout, etc. Donc effectivement, ce sont toutes des expériences, que ce soit les expériences de mort imminente, que ce soit les SIAM, les TCH, enfin toutes ces Ouais. techniques en hypnose qui nous Ou approchent MDR aussi. d'autre chose, de l'EMDR aussi, puisque je fais aussi des communications avec les défunts d'ailleurs en EMDR. Quand ce sont Ouais. effectivement, ou les vécus subjectifs de contact avec un défunt, il y a une espèce de continuum dans toutes ces expériences qui nous amènent à une conscience différente. Oui. D'ailleurs, mon collègue, confrère, Olivier Chambon, étudie ça de près, hein, sur les psychédéliques et il a des résultats tout à fait intéressants aussi, hein. Il sera d'ailleurs un Donc, de nos intervenants parce qu'on organise un forum en distanciel le 17 septembre 2023 ah, super. sur les psychédéliques. Le titre, c'est Psychédéliques entre science et conscience et Olivier Chambon est un des intervenants. Moi, je trouve que c'est vraiment actuellement la référence. Et je regrette d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette émission de Michel Simès récemment sur France 2, où vraiment c'était très focalisé et très orienté. Il y a eu un petit sujet sur les psychédéliques, il n'y avait pas Olivier Chambon, je le regrette. Il y avait aussi un petit sujet sur les EMI, il n'y avait pas d'opposant à la théorie matérialiste Stephen Loray, c'est-à-dire la conscience extraneuronale. Il n'y a pas que moi qui en parle, hein. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un opposant. Voilà. Et tu sais, d'ailleurs, quand il y a eu ce colloque et que cette table ronde où j'étais avec lui et que je lui ai dit, je lui ai demandé publiquement, est-ce qu'on pourrait pas faire une étude scientifique sur les TCH?
Il m'a très malicieusement répondu, il faudrait trouver un laboratoire qui les finance, ça serait très intéressant. Et oui, évidemment, un laboratoire va pas scier la branche sur laquelle ils sont confortablement assis en démontrant qu'une thérapie qui ne consomme pas de médicaments fonctionne. Mais voilà, tout ça est intéressant parce que ça montre vraiment que les médias mainstream, eh ben, ne donnent pas et heureusement qu'il y a des démarches comme la tienne qui, tout en étant intégrés, je veux dire, à l'université, etc., arrivent à faire cette ouverture. Et inviter Olivier Chambon pour parler de médecine psychédélique, c'est vraiment la bonne démarche, je trouve. Parce que lui est ouvert sur tous ces mondes-là, sur la SIAM, sur enfin, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on aime et tout ce qu'on a envie de développer dans l'intérêt des gens. Parce que c'est, au bout du compte, c'est ça qui nous intéresse le plus. C'est quoi qui nous intéresse le plus et qui nous donne ce moteur? Ben, c'est les gens. C'est le retour des gens. C'est que les gens, ils trouvent quelque chose de positif et qui va améliorer leur vie. Je dis toujours aux gens, quand je termine mes séances, j'espère que ces expériences ou cette expérience restera dans votre cœur longtemps et vous aidera à progresser dans vos chemins de vie. C'est ça le truc, en fait. C'est pas autre chose, hein. C'est pas de la démonstration. Moi, je prétends pas être une espèce de gourou parce qu'il y a des gens qui voudraient me faire passer pour un gourou. Je suis en rien un gourou. Je donne des pistes de réflexion. Quand les gens au débriefing me disent j'ai vécu ça et ça, moi je vais pas. Ils me disent est-ce que c'est mon mental qui a construit les choses ou est-ce que c'est les choses viennent de l'extérieur? Je dis je sais pas, moi j'ai pas la réponse. C'est vous qui l'avez dans votre cœur. Je peux vous donner des pistes de réflexion disant peut-être que c'est une vie antérieure, peut-être que pour ceux qui croient, peut-être que c'est un soin énergétique qui va vous amener quelque chose de mieux dans votre santé, peut-être que c'est ceci, cela, peut-être que c'est votre mental, j'en sais rien. C'est à vous de trouver. C'est vous qui avez les solutions. Si j'étais un gourou, je dirais, monsieur, madame, vous avez vécu ça parce que c'est ça. Voilà. Mais ça, je veux pas avoir cette démarche-là. Je reste avant tout un scientifique. Je suis ouvert aux expériences et d'autres expériences nouvelles aussi. On va faire d'autres expériences nouvelles. Et ça peut prêter aussi à sourire. Peut-être que ça va me valoir une autre expertise psychiatrique, qui est normale, hein, la première est normale. Je rassure tout le monde. Mais il y a des gens, depuis Saint-Hippolyte justement, qui disent être en contact avec des mondes extraterrestres par télépathie. Bon, ça peut prêter à sourire. On pourrait se dire, bon, ils ont fumé de la moquette ou quoi? C'est quoi? Mais quand on réfléchit, même Stephen Hawking, qui était le plus grand cosmologiste de la planète, disait, compte tenu de la taille de l'univers, il est très improbable qu'il n'existe pas d'autres systèmes solaires identiques aux nôtres avec des formes vivantes, même plus évoluées que nous, puisque nous sommes relativement jeunes. La Terre est très, très, très jeune, hein. Il est probable qu'il existe d'autres systèmes solaires avec d'autres planètes beaucoup plus évoluées que la nôtre. Donc, à partir de là, on dit que il est très probable que des extraterrestres existent déjà. Bon, mais déjà, tu dis ça, tu passes un peu pour un type un peu allumé. Mais c'est très logique, quand on est un scientifique, de penser qu'il y a d'autres univers beaucoup plus évolués que le nôtre dans lequel on évolue. Alors, on peut se poser la question, dans ces circonstances, pourquoi est-ce qu'ils ne rentreraient pas en contact avec nous? C'est vrai. Pourquoi ils ne seraient pas là? Eh bien, on a un début de réponse en TCH. Et c'est encore la TCH qui m'a donné d'autres idées. En TCH, il y a des personnes qui voient apparaître des formes extraterrestres avec, c'est vrai, des formes archétypales d'extraterrestres, des personnes oblongues avec des grosses têtes, des yeux en amande noirs, enfin, tels qu'on s'imagine peut-être des extraterrestres. D'autres nous disent non, c'était plutôt de l'énergie. J'ai ressenti l'énergie, mais c'était pas terrestre. Et ces formes nous diraient, nous avertiraient en fait. Et on aurait l'explication. Pourquoi ils n'entrent pas en contact avec nous? Ils nous trouvent trop primitifs et pas suffisamment évolués. Ils nous disent, voilà, vous êtes sur une planète. euh, c'est vrai qu'on fait pas très mal hein, vu de l'extérieur. Imaginons-nous à la place d'un extraterrestre. On pense qu'on est les seuls dans l'univers. Déjà, ça c'est complètement fou. On est les plus intelligents. Et en plus, on est en train de détruire le seul endroit où on peut habiter. On ne sait pas voyager dans l'univers puisqu'on ne sait pas voyager dans le temps, hein. Tant qu'on n'aura pas dépassé la vitesse de 300 000 km par seconde, on ne saura pas voyager dans le temps. Donc, on ne sait pas voyager dans le temps.
et on ne sait pas voyager dans l'univers. On a fait un saut de puce à quelques kilomètres, là, une fois sur la Lune, c'est tout ce qu'on sait faire. Donc, on n'est pas vraiment, il n'y a pas de quoi faire les malins. On n'est pas très évolué. Et en plus, on détruit le seul endroit où on peut habiter. Et en plus, on se tue entre nous. Ça ne fait pas très envie, franchement. On peut comprendre. Donc, il nous envoie des images. Il nous envoie des terres calcinées. Il nous envoie des tsunamis, des incendies, des champignons atomiques. Bref, tout ce qui nous menace par nos comportements et par l'écologie qui est en train d'être dégradée. Et donc, je me suis dit, si ça existe, si c'est vraiment ça, pourquoi ne pas dédier des séances d'hypnose, puisqu'ils arrivent spontanément par télépathie, au contact extraterrestre? Ça paraît fou comme idée, mais c'est ce que je vais faire. Donc, du 20 au 27 juillet, on va aller faire des séances d'hypnose sur des crop circles qui ont été authentifiés comme de véritables crop circles au nord de l'Angleterre. Ça se situe. C'est pas les crop circles euh, canulars hein, avec des arbres, des herbes plutôt couchées avec des planches. Là, ce sont des herbes tressées, etc. Il y a des spécialistes de tout maintenant. Donc, il y a des spécialistes aussi des crop circles. Et là, ils ont été authentifiés comme étant de vrais crop circles. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va faire une expérience. Elle vaudra ce qu'elle vaut. Et on fera ça du 20 au 27 juillet prochain. Donc, je le dis pour les gens qui sont intéressés. Il suffit d'écrire un mail, iConcept, H-I-G-H, concept, ça se tient, C-O-N-C-E-P-T, arrobas, oasis-du-6, voyage au pluriel.com. Et si on fait ce mail, eh bien, on va être averti de tous mes projets iConcept. Bon, il n'y aura pas que des pays, il y aura aussi des lieux, hein. Voilà. Donc, le prochain, c'est le voyage sur le Nil, iConcept au fil du Nil. Ça sera en avril, mai à avril. Et aussi ce projet avec les crop circles du 20 au 27 juillet. Voilà. Les inscriptions ne sont pas encore données pour les crop circles, mais déjà ouvertes pour la croisière sur le Nil, sur le bateau qui sera un bateau dédié pour nous. Il y aura que nous sur le bateau et on va faire ça, de nouvelles expériences en Égypte. High concept, voilà. Alors, on va te retrouver sur cette chaîne Résilience Psy pour que tu viennes nous raconter tes Avec expériences grand avec les plaisir. extraterrestres. Avec grand plaisir. Enfin, ce ne sera pas les miennes, hein. Ça sera surtout celles des gens. Et quelquefois, je les envie, tu sais, parce que je me dis, waouh, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi faire le voyage. Et je me sens un peu partir. Tu sais comment c'est quand on est en hypnose. On a tendance à partir aussi. Et quand je fais des TCH ou les concepts, je dis, waouh, j'aimerais être à leur place, quoi. J'aimerais me faire conduire comme ça pour être dans des lieux et vivre des expériences incroyables comme ils le vivent. Bah, c'était très intéressant. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour terminer cet entretien? Non, mais moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger de cette façon, parce que je crois que on est verrouillé, surtout les médias mainstream, et heureusement qu'il y a des chaînes comme la tienne, il y a je veux dire, on n'a pas besoin des réseaux mainstream, hein, maintenant, hein, pour remplir les ateliers ou pour les... Vraiment, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Et grâce à tous ces relais, grâce à ce bouche à oreille, eh bien, quand le travail est satisfaisant pour les gens, eh bien, ça fonctionne, quoi. Et merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir donné la parole parce qu'elle est verrouillée, tu le sais. Et voilà, j'espère que j'aurai le plaisir de te revoir et puis d'échanger de nouveau avec toi et peut-être pour un autre congrès. Ça a été vraiment formidable celui quoi. J'en parle encore hein, de ce congrès que tu as organisé sur la conscience. C'était juste avant la Covid. On a pu faire cette ultime réunion. C'était en janvier 2020 et je m'en souviendrai longtemps hein, de cette rencontre qui était vraiment très émouvante où on a pu discuter avec des gens qui sont pas d'accord. Mais c'est ça qui est intéressant. Cette discussion qu'on a eue avec Pim Van Lomen et Stephen Loray, que j'apprécie beaucoup, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est réciproque aussi. Et on s'estime, on est sur des chemins parallèles et peut-être qu'on va se croiser à un moment donné. Enfin, j'espère qu'on va se croiser. Eh bien, en tout cas, un grand merci et à bientôt alors. Merci à tous. Un gros bisou à tout le monde. Au revoir.